On m'a remplacé. Comme on remplace un meuble usé ou un téléphone démodé. On m'a dit que était la vie, une simple mise à jour. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en me brisant, ils m'ont offert la chance de me reconstruire. Pièce par pièce. Plus forte, plus libre, plus moi. Ceci n'est pas l'histoire de la fin de mon mariage. C'est l'histoire de mon commencement. Mon monde était un château de cartes. Fragile, mais si beau vu de l'intérieur. Chaque carte était un souvenir, un projet, un éclat de rire partagé. La base de tout, le fondement, Ekep Soupla, était une loyauté que je croyais être le roc de ma vie. Je vivais dans le confort de la normalité. J était l'aile, épouse, la partenaire, la confidente. J était la moitié d'un père nous, qui, dans mon esprit, était aussi immuable que le ciel. Elle, éternité nous appartenait, je le pensais vraiment. Mais les fondations N étaient pas de roc, elles étaient de sable, et une ombre a commencé à étirer sur nos jours. Au début ce N n'était rien. Une impression fugace, un doute que l'on chasse d'un revers de la main. C était comme un nuage, qui passe devant le soleil, l'espace d'un instant. Une froideur passagère. Mais le nuage revenait, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. L'ombre s'installait. Je l'ai baptisée, dans le secret de mes pensées, l'ombre de l'autre. Une présence invisible, mais assourdissante. Je ne la voyais pas, mais je la sentais partout. Dans les silences qui s'installaient à table, là où avant, les mots et les rires dansaient. Ces nouveaux silences étaient lourds, épais, chargés de tout ce qui était pas dit. Je la sentais dans les sourires qui n'atteignaient plus ses yeux. Des sourires de façade, des réflexes polis pour le monde extérieur, mais qui me laissaient, moi, dans le froid. Ses yeux regardaient ailleurs, à travers moi, vers un monde où je était plus invité. Et puis, il y avait le téléphone. Cet objet anodin devenu une forteresse, un coffre-fort dont je n'avais plus la clé. Toujours en silencieux. Toujours posé face contre table, comme s'il cachait un secret états. Les notifications qui s'allumaient discrètement dans la pénombre de la chambre. Les pas feutrés pour aller répondre à un appel dans une autre pièce, un murmure indistinct qui me glaçait le sang. Mon instinct ne chuchotait plus, il hurlait. Était une alarme stridente au fond de mon âme. Une petite voix qui me disait « Ouvre les yeux, regarde, n'aie pas peur de voir ». Mais mon cœur, mon espoir, mon amour pour l'homme qu'il avait été, lui suppliait de se taire. Je me disais que était fatigué, que était paranoïaque. Je me traitais de folle. Je m'accusais de saboter notre bonheur avec mes doutes infondés. Était plus facile de croire à ma propre folie, que à sa trahison. Était moins douloureux. Alors, j'ai choisi le déni. J'ai choisi de croire aux explications boiteuses, aux réunions tardives, aux amis qui ont des problèmes. J'ai choisi d'ignorer l'odeur d'un parfum qui, était pas le mien sur le col de sa chemise. J'ai choisi de ne pas voir. Mais ignorer un incendie ne l'empêche pas de tout consumer. La vérité n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre. Il n'y a pas eu de porte qui claque, de confrontation dramatique sous la pluie comme dans les films. Non. La découverte fut un lent et torturant effeuillage. Comme si on arrachait les pétales d'une fleur, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste que la tige nue et laide. Chaque mensonge révélé était une carte retirée de mon château. Un message lu par-dessus son épaule. Un email oublié sur l'ordinateur. Le témoignage d'un ami commun, mal à l'aise. Chaque nouvelle information faisait trembler la structure. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Mais je m'accrochais encore, désespérément, aux quelques cartes restantes, priant pour que tout tienne encore debout. Le coup de grâce, ce ne fut pas la trahison elle-même. La tromperie, aussi douloureuse soit-elle, est une histoire vieille comme le monde. Non, le coup qui m'a véritablement anéanti, ce fut la froideur clinique de l'aveu. Quand, acculé, il a finalement tout confessé, il n'y avait ni larmes, ni remords, ni même de la tristesse dans sa voix. Juste une sorte de soulagement fatigué. Il a exposé les faits comme un médecin annoncerait un diagnostic sans appel. Était méthodique, presque administratif. Il n'y avait pas de place pour ma douleur. Elle était qu'un détail logistique à gérer. Et c'est là, dans le vide glacial de son regard, que j'ai compris la vérité la plus cruelle. Je était pas simplement quitté, était remplacé.
Le mot est tombé, brutal, déshumanisant. Le remplacement. Ce N était pas une rupture. C était une transaction. Une mise à niveau. Je N était plus la femme de sa vie. J était un modèle démodé, échangé contre une version plus récente, plus performante, plus excitante. J était l'ancien téléphone qu'on laisse dans un tiroir quand on a le dernier cri dans la poche. La douleur du rejet a creusé un gouffre sous mes pieds. Mais le sentiment D, être dévalorisé, D, être interchangeable, fut un poison lent qui a commencé à se répandre dans mes veines, menaçant de consumer tout ce que J était, tout ce que je croyais être. À cet instant précis, le château de cartes s'est effondré dans un silence assourdissant. Je N était plus rien. Juste les écho d'une promesse brisée. Prendre la décision de partir. Ces quelques mots semblent si simples, si logiques. Mais ce fut l'acte le plus terrifiant et, rétrospectivement, le plus courageux de toute ma vie. Partir, ce N, était pas juste fermer une porte derrière moi. C, était accepter que le monde que j'avais construit n'existait plus. C, était démonter moi-même les ruines de mon château de cartes, pièce par pièce, sans même savoir où j'allais pouvoir trouver refuge. C, était accepter le vide. Le vide dans l'appartement, le vide dans mon lit, le vide dans mes week-ends. La peur de ce vide était physique. Elle me serrait la gorge et m'empêchait de respirer. Et puis, il y avait la solitude. Pas la douce solitude que l'on choisit, mais la solitude subie, celle qui hurle dans le silence des nuits sans fin. Les premières semaines, je dormais avec la lumière allumée, terrifié par l'obscurité et les fantômes de mes souvenirs. Le moindre bruit me faisait sursauter. Le silence était pire encore. Il était peuplé de son absence. Il fallait affronter le regard des autres. Ce mélange de pitié, de curiosité malsaine et de jugement. Les amis qui choisissent un camp. Les questions maladroites de la famille. Les conseils non sollicités. Tu es jeune, tu retrouveras quelqu'un. Il faut tourner la page au plus vite. Chaque phrase était comme du sel, sur une plaie ouverte. Il ne comprenait pas que je ne pleurais pas seulement un homme, je pleurais une vie, un futur, une version de moi-même qui n'existerait plus jamais. Et pire que tout, il y avait le fantôme de l'échec, la honte, le sentiment être celle qui n'a pas su retenir son mari. Celle qui a été jugée, et qui n'a pas été à la hauteur. Cette idée s'est accrochée à moi comme une ombre. Les premiers mois furent un brouillard de deuil et de survie. Je fonctionnais en pilote automatique. Se lever, se doucher, aller travailler, manger sans sentir le goût des aliments, sourire poliment. Chaque geste du quotidien demandait un effort surhumain. Je naviguais un océan de chagrin, essayant juste de garder la tête hors de l'eau, de réapprendre à respirer seul, une inspiration à la fois. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis pas reconnu. Le visage qui me fixait était pâle, les yeux cernés, le sourire éteint. J était devenue une silhouette diminuée par l'ombre d'une autre, la victime transparente d'un simple remplacement. Et ce jour-là, une colère sourde a commencé à monter. Une colère contre lui, mais aussi contre moi, pour être laissé disparaître. Cette colère a été la première étincelle. On dit que c'est de ses cendres que le phénix renaît. C'est une belle image, mais la réalité est beaucoup moins poétique. La reconstruction fut un processus lent, douloureux, et parfois terriblement solitaire. Il n'y a pas eu de révélation soudaine, pas de moment magique. Juste une succession de petits pas, de petites victoires sur ma propre tristesse. Tout a commencé par de petits actes de rébellion. Des actes qui semblaient insignifiants, mais qui étaient des déclarations de guerre contre le chagrin qui m'habitait. Le premier acte fut de m'inscrire à un cours de tango. J'ai toujours voulu en faire, mais il trouvait ça ridicule. La première séance fut une catastrophe. J était raide, maladroite, incapable de me laisser guider. Et puis, au fil des semaines, quelque chose s'est débloqué. Sentir la main d'un partenaire dans mon dos, non pas pour me posséder mais pour me guider dans une danse, m'a rappelé que mon corps m'appartenait. J'ai réappris à bouger, à rire de mes erreurs, à ressentir la musique. Le deuxième acte de rébellion fut de rappeler une vieille amie, une de celles que j'avais perdues de vue, absorbée par ma vie de couple. Nous avons pris un café. Pendant 3 heures nous avons parlé. De tout, de rien. De nos vies, de nos rêves d'avant. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. Un vrai rire. Venu du ventre. Ce rire m'a fait l'effet d'une décharge électrique. J'ai réalisé que j'existais en dehors de lui, que j'avais une histoire, des amitiés, une personnalité qui n'avait rien à voir avec mon statut de épouse. Le troisième acte, le plus grand, fut un voyage. Seul. J'ai pris un billet pour Lisbonne, une ville où je n'étais jamais allé, où personne ne connaissait ni mon nom, ni mon histoire.
la première soirée fut terrifiante. Entrer seul dans un restaurant, demander une table pour une personne. Supporter le regard des autres couples. J'ai failli faire demi-tour. Mais je suis restée. Et j'ai mangé le meilleur repas de ma vie, parce que je l'avais fait pour moi. Les jours suivants, j'ai marché des heures dans les rues, je me suis perdue, j'ai écouté du fado dans une petite taverne, j'ai regardé le soleil se coucher sur le Tage, et j'ai commencé à combler le vide qu'il avait laissé, non pas avec l'attente d'un autre mais avec des morceaux de moi que j'avais complètement oubliés. J'ai redécouvert ma passion pour la lecture, en passant des après-midi entiers dans des librairies. J'ai retrouvé ma propre force, en déchiffrant un plan de métro, en négociant avec un chauffeur de taxi, en résolvant seul les petits problèmes du quotidien. J'ai cessé de me définir par son absence pour enfin commencer à me définir par ma propre présence. Aujourd'hui, la femme qui vous parle n'est plus cette ombre qui pleurait dans le silence de son appartement. Le chemin a été long. Il y a eu des rechutes, des jours où la tristesse revenait frapper à la porte. Mais je ne la laissais plus entrer et s'installer. Je la reconnaissais, je le écoutais, puis je lui disais poliment de s'en aller, car je n'avais plus de place pour elle. La douleur a été mon professeur le plus exigeant. Elle m'a appris les limites de mon endurance et la profondeur insoupçonnée de ma force. La solitude, que je craignais tant, est devenue ma plus honnête confidente. C'est dans le silence que j'ai réentendu le son de ma propre voix, que j'ai redécouvert mes propres désirs, mes propres opinions. J'ai appris la leçon la plus importante de toutes. Ma valeur n'a jamais dépendu du fait d'être choisie par quelqu'un. Elle n'a jamais été dans son regard, dans son approbation. Ma valeur est intrinsèque, elle est non négociable, et elle m'appartient entièrement. Le remplacement, qui a failli me détruire, m'a en fait libérée. Libérée d'un amour qui exigeait que je sois moins pour qu'il puisse être plus. Libérée d'une relation où je étais effacée jusqu'à devenir transparente. La femme que je suis aujourd'hui a bâti sa propre forteresse. Pas un château de cartes fragile sur du sable mouvant, mais une citadelle solide, dont les fondations sont le roc de l'amour-propre et de la résilience. Les cicatrices sont là bien sûr, je les vois parfois dans le miroir. Mais ce ne sont plus des marques de honte ou de défaite. Elles sont la carte du chemin que j'ai parcouru pour me retrouver. Chaque cicatrice raconte une bataille gagnée, une peur surmontée, une larme transformée en force. C'est le voyage d'une femme qui a été remplacée, mais qui, dans l'épreuve, a troqué la douleur contre la force, la peur contre la liberté, et l'ombre contre sa propre lumière. Et cette lumière aujourd'hui, je vous le promets, brille plus fort que jamais. Avant l'ombre, il y avait la lumière. Une lumière si vive, si chaude, que je pensais sincèrement qu'elle ne pourrait jamais éteindre. Pour comprendre la chute, il faut comprendre la hauteur depuis laquelle je suis tombé. Il faut revenir au commencement, à ce jour où tout semblait encore possible. Notre histoire a commencé dans une petite librairie café du quartier latin, un de ces endroits où le temps semble suspendu entre l'odeur du papier jauni et l'arôme du café fraîchement moulu. Était un après-midi de printemps, la lumière dorée filtrait à travers la vitrine, posant des halos de poussière dans l'air. Était là, cherchant un recueil de poésie, perdu dans mes pensées. Et puis, nos mains se sont effleurées. Un cliché. Je sais. Le plus grand des clichés. Nous avions tendu le bras vers le même livre, un exemplaire un peu usé de Paul Éluard. Quand j'ai levé les yeux, je n'ai pas vu un simple inconnu, j'ai vu un regard. Un regard curieux, amusé, et d'une douceur infinie. Il a souri, et ce sourire était pas un simple mouvement des lèvres. Il est monté jusqu'à ses yeux, créant de petites rides au coin de ses paupières. C'est la première chose qui m'a frappé. Son regard souriait. Il a retiré sa main, un peu gêné, et a dit « Je vous en prie, après vous. La poésie ne devrait jamais attendre. » Sa voix était calme. Posée. Elle m'a enveloppé comme un châle chaud. Ma première impression de lui, ce ne fut pas une question de beauté, même s'il était beau. C'était une impression de justesse. Comme si sa présence à cet instant précis était la chose la plus logique, la plus naturelle au monde. Ce qui m'a attiré, ce fut la conversation qui a suivi. Nous avons laissé Éluard sur son étagère, et nous nous sommes assis, à l'une des petites tables rondes. Nous avons parlé pendant des heures. De livres, de voyages que nous rêvions de faire, de nos peurs les plus stupides, et de nos espoirs les plus fous. Avec lui, tout était simple. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à comprendre. Il m'aime, écoutait avec une attention si totale que j'avais l'impression d'être la seule personne dans la pièce, dans la ville, dans le monde. À cette époque, il était la promesse incarnée.
Il avait cette ambition tranquille de ceux qui savent où ils vont, mais sans l'arrogance de ceux qui écrasent les autres sur leur passage. Il était attentionné. Pas de manière spectaculaire, mais dans les 1000 petits riens qui construisent l'intimité. Il se souvenait du nom de mon chat. Il m'apportait un croissant aux amandes le dimanche matin parce qu'il savait que Si était mon préféré. Il m'envoyait des messages, non pas pour me contrôler mais juste pour partager une pensée, une musique, une photo d'un ciel amusant. Il me faisait sentir en sécurité. Avec lui, je pouvais être entièrement moi-même, avec mes forces et mes failles, sans jamais craindre être jugé. Il était mon roc, mon ancre, mon port d'attache. Je le croyais vraiment. Je me souviens d'un week-end, quelques mois après notre rencontre. Nous étions partis à Étretat, sur un coup de tête. Il y avait un vent fou qui nous giflait le visage et fouettait la mer contre les falaises. Nous avons marché pendant des heures sur le chemin des douaniers. Sans parler. Juste en nous tenant la main. Le monde était immense, sauvage. Et nous étions si petits face à lui. Au sommet de la falaise d'aval, alors que le soleil commençait à descendre, il s'est arrêté. Il a pris mon visage entre ses mains pour me protéger du vent, et il m'a regardé. Vraiment regardé. Ses yeux étaient plus profonds que l'océan en contrebas. Et il a dit, sa voix presque couverte par le bruit des vagues, « C'est ça que je veux. Pas les falaises, pas la mer. Toi. Juste ça. Avec toi, même le chaos semble ordonné. » À cet instant, sous le ciel de Normandie, j'ai cru que nous avions scellé une promesse éternelle. Ces mots N étaient pas une simple déclaration. Ils étaient une fondation. La première carte, la plus solide de toutes, de notre château. J'ai cru que nous étions invincibles, que rien ne pourrait jamais ébranler une certitude aussi pure. J était si loin d'imaginer que les plus belles promesses sont parfois les plus fragiles. La transition entre notre rencontre et notre vie commune s'est faite sans heurts, comme une évidence. Il n'y a pas eu de grande discussion, pas de calcul. C était comme si nos deux vies, qui coulaient en parallèle, avaient simplement décidé de converger pour former un seul et même fleuve. Nous avons emménagé ensemble dans un petit appartement sous les toits de Paris, un de ces nids d'aigle, avec une vue imprenable, sur un chaos de cheminées et d'antennes. Chaque meuble chiné aux puces, chaque livre ajouté sur nos étagères, chaque photo accrochée au mur était une nouvelle carte que nous posions, avec une confiance infinie, pour bâtir notre château. La demande en mariage n'a pas eu lieu dans un grand restaurant ou au sommet de la Tour Eiffel. Ce N était pas son genre. Et ce N était pas le nôtre. C était un an, jour pour jour, après notre rencontre. Il m'a emmené dans notre librairie café, celle du premier jour. Il était un peu nerveux, je le sentais à la façon dont il tapotait ses doigts sur la table. Puis, il a sorti de son sac un paquet emballé dans du papier craft. C était le recueil de Paul Éluard. Le même. En l'ouvrant, j'ai vu que, à la page du poème « Je t'aime », il avait souligné une phrase. « Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues ». Et juste en dessous, de son écriture fine et appliquée, il avait ajouté « Et je veux t'aimer pour toutes les années que nous n'avons pas encore vécues. Épouse-moi ». Il n'y avait pas de bague, pas de genoux à terre. Juste ses yeux, plus profonds que jamais, qui attendaient ma réponse. Et des larmes de joie qui brouillaient les mots sur la page. J'ai dit oui, bien sûr. Comment aurais-je pu dire non à une promesse aussi belle? Les premières années de notre mariage ont été baignées d'une lumière douce et constante. Nous étions une équipe. Nous partagions tout. Les factures, les corvées, mais surtout, les rêves. Nous avions un immense planisphère en liège accroché dans notre salon. Chaque fois qu'une envie de voyage nous prenait, nous plantions une punaise de couleur sur la carte. L'Italie pour ses saveurs, le Japon pour ses cerisiers en fleurs, l'Argentine pour apprendre le tango. Cette carte était la matérialisation de notre futur, un horizon infini de projets et de découvertes que nous allions faire, main dans la main. Nous rêvions d'acheter une vieille maison en pierre en Provence, avec un jardin où nous ferions pousser nos propres légumes. Nous parlions d'enfants, parfois. Il disait qu'il voulait une fille qui aurait mes yeux, et je riais en disant que je voulais un garçon qui aurait son calme. Nos projets N étaient pas des fantasmes, ils étaient des plans. Des certitudes. La mémoire qui symbolise le sommet de notre amour, le moment où notre château semblait indestructible, est un souvenir simple, presque banal. Nous étions en Toscane, pour notre 2e anniversaire de mariage. Nous avions loué une petite voiture, et nous nous étions perdus, volontairement, sur les routes sinueuses bordées de cyprès. Le soleil de fin d'après-midi baignait les collines d'une lumière dorée, presque irréelle.
Nous nous sommes arrêtés au sommet d'une colline qui surplombait un village médiéval. Il n'y avait pas un bruit, à part le chant des cigales et le vent léger dans les oliviers. Nous ne parlions pas. Il a posé sa tête sur mon épaule, et j'ai posé la mienne sur la sienne. Dans ce silence, il y avait tout. Une communion parfaite, une paix si profonde qu'elle semblait éternelle. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé. C'est ça le bonheur. Il est là. Il ne partira jamais. À cet instant précis, je était pas seulement sa femme, était une partie de lui. Et il était une partie de moi. Nous étions un paysage, aussi immuable et magnifique que celui qui, étendait sous nos yeux. Était le point culminant de notre histoire, la carte maîtresse qui tenait tout l'édifice. Je ne savais pas encore que même les plus beaux paysages peuvent être ravagés par une tempête invisible. Le point de bascule n'a pas été un tremblement de terre. Était une fissure. Une ligne si fine, si discrète au début, que j'ai cru à une simple illusion d'optique. Pendant des mois j'ai marché dessus sans la voir, ou plutôt sans vouloir la voir. Cette fissure est apparue peu après sa grande promotion. Était l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné, et était si fier de lui. Nous avons célébré bien sûr. Mais rétrospectivement, je comprends que nous ne célébrions pas la même chose. Je célébrais une victoire pour nous, une étape qui allait nous permettre de souffler, de commencer enfin à planter nos punaises sur notre planisphère. Lui, il célébrait une victoire pour nous, le début de sa nouvelle vie. Une vie dans laquelle, sans que je le sache encore, ma place devenait de plus en plus incertaine. Le travail est devenu le parfait alibi. L'excuse en or qui justifiait tout. Les dîners annulés à la dernière minute. Les week-ends sacrifiés. Les soirées où il rentrait si tard que je n'entendais même pas la clé dans la serrure, m'endormant seul avec le fantôme de sa présence à côté de moi. Au début je compatissais. Je lui préparais des plats qu'il mangerait froid, je lui laissais des mots d'encouragement sur son oreiller. Était la partenaire compréhensive. Mais lentement, le langage a changé. Le nous a commencé à s'effacer de ses phrases. Ce était plus nos projets. Mais mes ambitions? Ce était plus notre futur, mais ma carrière. Je me souviens d'un soir en particulier. Il était rentré plus tôt que d'habitude, ce qui était devenu un événement rare. Était heureuse, pleine d'espoir. J'avais sorti nos brochures sur la Provence, celles que nous avions collectionnées avec tant de joie. Je lui ai montré la photo d'un mât en pierre avec des volets bleus, exactement comme dans nos rêves. Regarde, lui ai-je dit, excité. On pourrait peut-être commencer à regarder plus sérieusement l'année prochaine? Il n'a même pas jeté un œil à la photo. Il a continué à desserrer sa cravate, le regard dans le vague. Puis il a dit, d'une voix lasse, laisse tomber ses rêves d'enfant. On a d'autres priorités maintenant. J'ai d'autres priorités. Ces mots ont été un choc physique. Comme une porte que l'on me claque au visage. Un rêve d'enfant? Ce rêve, Savzendi, était notre fondation. Ce était pas seulement une maison en pierre, était le symbole de la vie que nous étions censés construire ensemble. Pour la première fois, j'ai senti un froid glacial s'installer entre nous. La fissure venait de élargir. Et puis, la critique a commencé. Insidieuse, comme une goutte d'eau qui tombe inlassablement au même endroit jusqu'à percer la pierre la plus dure. Était rarement frontal, toujours déguisé en conseil, en bienveillance. Les choses qu'il aimait chez moi sont devenues des défauts. Mon rire, qu'il trouvait autrefois communicatif, était maintenant trop bruyant. Mon style vestimentaire, qu'il qualifiait de naturel et charmant, était devenu un peu négligé. Mes amis étaient gentils, mais un peu simples. Chaque petite pique était une tentative de me dévaloriser, de me faire douter de moi-même. Il redessinait les contours de ma personnalité pour qu'elle corresponde à l'image de la femme qu'il n'avait plus envie d'aimer. Une scène me hante encore. Nous étions invités à un cocktail pour son travail. J'avais choisi une robe rouge, une de ses préférées. En me voyant, il a froncé les sourcils. Tu es sûr pour cette couleur? Ça fait un peu agressif. Dans ce genre de soirée, il faut savoir être plus subtil, plus élégante. Le mot élégante était suspendu dans l'air. Sous-entendu, tout ce que je était pas. J'ai senti mes joues brûler. Je suis allé me changer, le cœur en miettes, enfilant une petite robe noire, sobre, invisible. Ce soir-là, je était pas sa femme, était son accessoire. Un accessoire qui, visiblement était plus au goût du jour.
En m'observant dans le miroir avant de partir, j'ai eu l'impression de voir une étrangère. J était en train de m'effacer, et pire encore, J était complice de ma propre disparition. Je me justifiais ses critiques en me disant qu'il était stressé, qu'il voulait juste mon bien. C était plus simple que d'admettre la vérité. Il me préparait à mon propre remplacement, en s'assurant que je me sente indigne de la place que j'occupais. Mon instinct hurlait, mais je lui ordonnais de se taire, jusqu'au jour où les preuves sont devenues trop lourdes à ignorer. La découverte ne fut pas un coup de tonnerre, ce fut une noyade lente. D'abord il y a eu ce ticket de caisse, oublié dans la poche de son imperméable. Un restaurant. Un de ces endroits chics et intimes, où j'avais toujours rêvé qu'il m'emmène. La date correspondait à une soirée où il était censé être à un séminaire jusqu'à minuit. Le montant, un dîner pour 2. J'ai fixé ce petit bout de papier pendant de longues minutes. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes tempes. J'ai imaginé toutes les explications possibles. Un client? Un collègue? Mais mon instinct, cette petite voix que j'avais tant essayé d'étouffer, me chuchotait la vérité. J'ai reposé le ticket là où je l'avais trouvé. Je n'ai rien dit. J'avais trop peur de la réponse. La deuxième preuve fut numérique, fugace. Son téléphone, posé face contre table, comme toujours, s'est allumé l'espace d'une seconde. J'ai aperçu un nom que je ne connaissais pas, suivi de 3 petits mots. Tu me manques. Et un cœur. Le temps s'est arrêté. J'ai senti le sol se dérober. Ce N était plus une fissure, C était un abîme qui s'ouvrait sous mes pieds. Cette fois j'ai parlé. Ma voix était un murmure étranglé. C'est qui Chloé? Son visage s'est fermé. La fatigue a laissé place à une colère froide. Depuis quand tu espionnes mon téléphone? C'est ça, le problème entre nous. Tu ne me fais absolument pas confiance. Tu m'aimes? Étouffe. La violence de l'accusation m'a réduite au silence. En une phrase, il avait retourné la situation. La victime, Sar, était lui. La coupable, Sar, était moi. Avec ma jalousie et ma méfiance. J'ai presque fini par le croire. J'ai pleuré, je me suis excusé. J'ai eu honte de mon propre soupçon. Le coup de grâce, ce fut un email. Un soir, il était endormi sur le canapé, l'ordinateur portable encore allumé sur ses genoux. J'allais le refermer quand mon regard a été attiré par sa boîte de réception ouverte. Le sujet de l'un des messages était « Confirmation de réservation, vol plus hôtel pour Lisbonne. Pour 2 personnes. Pour le week-end de notre anniversaire de mariage, celui pour lequel il m'avait dit qu'il devait absolument partir en déplacement professionnel à Bruxelles. » Le nom sur le deuxième billet N n'était pas le mien. C était le sien. Chloé. À cet instant il n'y avait plus de doute, plus de déni possible. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées dans un silence assourdissant. Les retards, les critiques, le restaurant, le message. Tout était là. Une mosaïque de mensonges qui dessinait le portrait hideux de sa trahison. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas tout de suite. Juste un vide immense, un froid polaire qui m'a envahi de l'intérieur. Mon château de cartes N était plus seulement fissuré. Il était en ruine. Je l'ai réveillé. Doucement. Il a ouvert les yeux, l'air confus. J'ai simplement tourné l'écran de l'ordinateur vers lui. Il n'y a pas eu de cri. Pas de larmes. Juste un long silence. Il a regardé l'écran. Puis il m'a regardé. Et c'est là que j'ai vu la chose qui m'a le plus anéanti. Pas de la culpabilité. Pas de la tristesse. Du soulagement. Un immense soulagement fatigué. Il a poussé un long soupir, comme quelqu'un qui dépose enfin un fardeau trop lourd. Et il a parlé. Sa voix était calme, posée, presque administrative. Il n'a pas raconté une histoire d'amour, il a présenté un bilan. Il a parlé d'évolution personnelle, de chemins qui divergent, de compatibilité. Il a utilisé des mots froids, des concepts déshumanisés pour décrire la fin de notre monde. Il n'a pas dit « je suis tombé amoureux d'une autre femme ». Il a dit « elle correspond mieux à la personne que je suis devenue, à mes nouvelles aspirations ». C'est une mise à jour, en quelque sorte. Une mise à jour. Le mot a résonné dans le vide de mon esprit. C'est là que j'ai compris. Je N était pas quitté, J était remplacé. J était la version obsolète. L'ancien modèle que l'on met au rebut, parce qu'une nouvelle version, plus performante, plus adaptée, est disponible. Ma douleur, mes années de dévouement, notre histoire,
Tout cela, N, était qu'un détail logistique dans la grande restructuration de sa vie. Il ne me brisait pas le cœur, il clôturait un dossier. Et dans son regard, N, était déjà plus là. J, était juste là, écho d'une promesse qu'il avait déjà oubliée. Après sa confession, le silence est tombé. Un silence si lourd, si dense, qu'il semblait absorber tout l'air de la pièce. Je suis restée assise sur le canapé, laquelle, écran de l'ordinateur encore tiède sur mes genoux, le mot « mise à jour », tournant en boucle dans mon esprit. Il n'y avait plus de larmes. Le choc avait cautérisé la douleur, la laissant à l'âle, état de brûlure sourde et profonde. Il est parti se coucher dans notre chambre, comme si de rien N était. Je suis restée là, dans le salon, toute la nuit. J'ai regardé l'aube se lever sur les toits de Paris, une aube grise et indifférente, qui ne promettait rien. La véritable goutte d'eau, celle qui a fait déborder un vase que je ne savais même plus contenir, est arrivée le lendemain matin. J était encore sur le canapé quand il est sorti de la chambre, douché, habillé pour le travail. Il portait une de ses chemises bleues, celle que je lui avais offerte pour son anniversaire. Il s'est fait un café, a évité mon regard, et a commencé à rassembler ses affaires. Il y avait une normalité terrifiante dans ses gestes. Puis, il s'est arrêté devant moi. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a dit, avec le ton de quelqu'un qui annonce une simple contrainte logistique, « Je ne rentrerai pas ce soir. En fait, je vais prendre quelques affaires. Je vais passer quelques jours chez Chloé, c'est plus simple. Pour qu'on puisse réfléchir, tous les deux. C'est plus simple. » Ces 3 mots ont été le véritable coup de poignard. Plus simple que de m'affronter. Plus simple que de gérer ma peine. Ma douleur était devenue un inconvénient. Dans cet instant, j'ai vu notre histoire, nos 10 ans de vie commune, réduits à une simple complication sur son agenda. J'ai levé les yeux vers lui. Pour la première fois, je ne voyais plus l'homme que j'avais aimé. Je voyais un étranger, un manager efficace qui optimisait sa vie sentimentale. Et c'est là, dans le vide de cette prise de conscience, que le mot est sorti de ma bouche. Je ne l'ai pas réfléchi. Il s'est imposé. Ma voix était un souffle rauque, presque inaudible, mais elle a tranché le silence comme une lame. Je veux le divorce. Il a marqué un temps d'arrêt. Pas de surprise. Pas de choc. Juste une légère crispation de la mâchoire. Puis, le soulagement que j'avais vu la veille est revenu sur son visage. Plus net cette fois. Il a hoché la tête, lentement, si c'est ce que tu veux. Encore une fois, il me laissait la responsabilité de la fin. Ce N, était pas lui qui partait, était moi qui le chassais. Était un dernier tour de passe-passe, une dernière manipulation pour sortir de l'histoire avec le beau rôle. Il n'a rien ajouté. Il est retourné dans la chambre, a pris une valise, et a commencé à la remplir, en silence. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard. Il est parti ce matin-là, et l'appartement est devenu une cathédrale de silence. Chaque pièce était hantée par son absence. Je marchais d'une chambre à l'autre, comme un fantôme dans ma propre vie. Annoncer la nouvelle à nos proches a été une épreuve en soi. Mes parents, au téléphone, étaient dévastés. Leur tristesse se mêlait à une colère contre lui, mais aussi à une pitié pour moi, qui me faisait me sentir encore plus petite, encore plus fragile. Du côté des amis, ce fut un tri naturel et brutal. Les amis communs sont devenus distants, ne sachant quel camp choisir, optant finalement pour la neutralité la plus simple, le silence. Mes amis à moi m'ont entouré, mais leurs mots de réconfort, « Tu vaux mieux que ça. C'est un mal pour un bien », sonnaient creux face à l'ampleur du désastre. Ils ne voyaient que la rupture. Moi, je vivais l'effondrement d'un monde. Le processus de divorce n'a pas été une guerre de tranchées, ce n'a pas été une bataille passionnelle. Ce fut pire. Ce fut une procédure administrative froide et méthodique, menée par lui comme la clôture d'un contrat. Il n'y avait pas de cris, juste des emails d'avocats. Il n'y avait pas de larmes, juste des tableaux Excel, pour diviser nos biens. Notre vie commune, nos souvenirs, nos voyages, tout était listé, évalué, transformé en une ligne de compte. Le moment le plus difficile fut la première réunion chez son avocat. Était assise face à lui, une longue table en bois poli nous séparant. Il était là, avec cette femme qui défendait ses intérêts, et il parlait de l'appartement, de la voiture, du partage des meubles. À un moment, son avocate a mentionné le planisphère en liège se trouvant dans le salon. J'ai senti une vague de nausée me submerger. Cette carte, notre carte au trésor, le symbole de tous nos rêves d'avenir, était devenue un objet à estimer. Un bien. J'ai levé les yeux vers lui, espérant voir une lueur de nostalgie, une seconde de tristesse. Je n'ai vu que de l'impatience. Il voulait en finir. J'ai compris à ce moment-là que Jas
était la seule à pleurer sur les ruines. Lui, il était déjà en train de construire ailleurs. Le jour de la signature finale, J était terrifié. Nous étions dans un bureau impersonnel, devant un juge aux affaires familiales au visage las. Le silence était pesant. Quand on m'a tendu le stylo, mes mains tremblaient. J'ai regardé le papier. Mon nom, à côté du sien, pour la dernière fois. Et en dessous ces mots, consentement au divorce. Consentir. J'ai pensé à toutes les choses auxquelles j'avais consenti au fil des années. Consentir à ses ambitions, consentir à m'effacer, consentir à douter de mon propre instinct. Cette signature, ce N, était pas un consentement à la fin, C était mon premier acte de dissidence. C était la fin de mon consentement à la tristesse. J'ai signé. Mon écriture était tremblante, presque illisible. Puis ce fut son tour. Sa signature était ferme, rapide, efficace. Comme s'il paraphait un simple document de travail. L'affaire était classée. En sortant du tribunal, je me suis arrêté sur le parvis. Il est passé devant moi sans un regard, et a disparu dans la foule. Je suis resté là, seul, le papier officiel dans mon sac. Je m'attendais à ressentir un chagrin immense, une dévastation totale. Mais à travers la tristesse et la peur panique de l'avenir, une autre émotion, totalement inattendue, a commencé à faire surface. Un soulagement. Un soulagement si profond, si pur, qu'il m'a presque fait plier les genoux. Était fini. La bataille pour sauver quelque chose qui était déjà mort, était terminée. Le poison des mensonges et du mépris avait cessé de couler. J'étais seul, j'étais brisé, j'avais peur. Mais pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Les premiers mois après la signature furent un désert, un silence peuplé de fantômes. J'ai dû réapprendre les gestes les plus simples. Faire les courses pour une seule personne. Cuisiner un repas, sans attendre que quelqu'un rentre pour le partager. Dormir en diagonale dans un lit qui me semblait immense et hostile. Au début, la solitude était une douleur physique, une crampe au cœur qui me réveillait la nuit. Le vide qu'il avait laissé était pas seulement émotionnel, il était sonore, spatial. L'appartement était trop grand, trop silencieux. Je laissais la radio allumée en permanence, juste pour ne pas entendre le bruit de mes propres pensées. Mais au milieu de ce désert, de petites oasis ont commencé à apparaître. Des moments de liberté inattendus, presque dérisoires, mais qui étaient comme des bouffées d'oxygène. Un soir, j'ai eu envie de manger des céréales pour le dîner. Et je l'ai fait. Sans jugement, sans commentaire. Un autre jour, j'ai passé tout un dimanche au lit à lire, sans me sentir coupable de ne pas être productive. J'ai repeint le mur du salon en vert sauge, une couleur qu'il aurait détestée, qualifiée de « pas assez neutre ». Chaque petite décision prise pour moi, et pour moi seule, était une pierre que je posais pour construire ma nouvelle maison, une maison intérieure cette fois. La guérison n'est pas venue seule, j'ai compris que je ne pouvais pas traverser ce champ de ruines sans aide. J'ai poussé la porte d'un cabinet de thérapie, la gorge nouée par la honte. J'avais l'impression d'avouer un échec. Mais cette femme, assise en face de moi, ne m'a pas vue comme une victime. Elle m'a vue comme une survivante. Avec elle, j'ai déconstruit le mythe. J'ai compris comment, petit à petit, j'avais consenti à mon propre effacement. Comment j'avais appris à marcher sur la pointe des pieds pour ne pas déranger, à taire mes opinions pour préserver une paix factice. La thérapie ne m'a pas guéri, elle m'a donné les outils pour me guérir moi-même. J'ai renoué avec les amitiés que j'avais laissées en jachère. J'ai rappelé ces amis qui m'aimaient pour qui j'étais, et non pour la moitié d'un couple que je formais. J'ai organisé des dîners, des week-ends. Le son des rires dans mon appartement a chassé les fantômes. Et puis, j'ai continué le tango. Plus qu'une danse, c'est devenu ma métaphore. Apprendre à se laisser guider sans être dominé. Trouver équilibre entre la fermeté et la souplesse. Faire confiance à un partenaire le temps d'une chanson, tout en sachant que je pouvais parfaitement tenir debout toute seule. Aujourd'hui, ma vie ne ressemble en rien à celle que j'avais imaginée, et c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. J'ai quitté le grand appartement sous les toits, ce musée de ma vie d'avant. Je vis maintenant dans un petit atelier d'artiste, baigné de lumière, avec une petite terrasse où je fais pousser des tomates et du basilic. Ma routine est simple, et elle m'appartient. Je me lève avec le soleil, je pratique quelques minutes de méditation, non pas pour fuir mes pensées, mais pour les accueillir. Je bois mon café en lisant, lentement. Mon travail me passionne à nouveau, parce que j'y ai trouvé un espace pour exprimer ma créativité et ma compétence, sans ombre pour me diminuer. La femme que je suis devenue n'a plus peur du silence. Parfois, je le recherche.
C'est dans le silence que j'entends le mieux ma propre voix, mon instinct. J'ai appris que la solitude n'est pas le contraire de l'amour, c'est un espace nécessaire pour que l'amour de soi puisse grandir. J'ai appris que ma valeur n'est pas cotée en bourse, elle ne dépend pas de l'approbation d'un regard extérieur. Elle est. Point. Et j'ai appris que l'amour, le vrai, ne demande pas de se sacrifier. Il invite à épanouir. Il n'ampute pas, il ajoute. Et le pardon ? C'est une question qui revient souvent. Ai-je pardonné ? Je ne crois pas que je pardonnerai un jour la cruauté, le mépris, la déshumanisation. Mais j'ai pardonné à la situation. J'ai lâché la colère, non pas pour lui, mais pour moi. La colère est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. J'ai choisi de ne plus le boire. J'ai choisi de vivre. Le pardon, ce n'est pas un cadeau que je lui ai fait. C'est le cadeau de la paix que je me suis offert. Il fait partie de mon histoire, c'est un fait, mais il n'est plus le narrateur de ma vie. Quant au futur, je ne cherche plus à le dessiner sur une carte. J'ai appris à apprécier le chemin. Suis-je ouverte à un nouvel amour ? Oui. Totalement. Mais je ne l'attends pas comme on attend un sauveur. Je suis déjà sauvée. Je me suis sauvée moi-même. Si l'amour se présente, il trouvera une femme entière, une femme qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle veut, et, plus important encore, ce qu'elle ne veut plus jamais. Il ne viendra pas combler un vide, car il n'y a plus de vide à combler. Il viendra partager une vie qui est déjà pleine, joyeuse et vibrante. En attendant, je continue de planter mes propres punaises sur mon planisphère. La prochaine destination ? Je ne sais pas encore. Et pour la première fois de ma vie, cette incertitude n'est pas une source d'angoisse. C'est la plus excitante des promesses. Si je pouvais remonter le temps, non pas pour changer le cours des choses, mais juste pour murmurer quelques mots à l'oreille de la femme que était, celle qui s'accrochait aux ruines de son château de cartes, je lui dirais ceci. À toi, qui marches sur la pointe des pieds dans ta propre maison, qui baisse le volume de ton rire pour ne déranger personne. À toi, qui traite ton instinct de fou et ta tristesse de faiblesse. Écoute-moi bien. Cette petite voix que tu t'efforces de faire taire, cette alarme au fond de ton âme, elle ne te ment pas. Elle est la boussole la plus fiable que tu posséderas jamais. Fais-lui confiance. Ne t'excuse pas d'exister, ne t'excuse pas de ressentir. Ta valeur n'est pas un prix que l'on négocie, elle n'est pas suspendue à l'approbation dans le regard d'un autre. Elle est le fondement même de qui tu es. Et rien, ni personne ne peut te l'enlever. Je sais que tu as peur. Tu as peur de la douleur, du vide, de la solitude. Tu as peur de l'effondrement. Laisse-moi te dire un secret. Cet effondrement que tu redoutes, c'est ta libération. Cette douleur qui te semble insurmontable, elle ne te tuera pas. Elle va te sculpter. Elle va brûler tout ce qui n'est pas essentiel en toi pour ne laisser que le roc de ta véritable force. Alors n'aie pas peur. Respire. Tu es plus forte que l'amour que tu crois perdre. Laisse-le partir. Et à vous qui écoutez aujourd'hui, et qui reconnaissez peut-être un écho de votre propre histoire dans la mienne. À vous qui vous sentez invisible, interchangeable, démodé. Je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas une version à mettre à jour. Vous n'êtes pas un objet que l'on remplace, vous êtes un univers entier. Le chemin de la reconstruction n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours où le chagrin reviendra frapper à votre porte, comme un vieil ami indésirable. Accueillez-le, offrez-lui un thé, puis montrez-lui poliment la sortie. Votre maison intérieure n'est plus une auberge pour la tristesse des autres. C'est un sanctuaire. N'attendez pas un sauveur. La cavalerie n'arrive pas. La seule personne qui viendra vous chercher au fond du puits, c'est vous. Et vous en êtes capable. Chaque petit pas, chaque repas que vous vous cuisinez avec amour, chaque fois que vous choisissez un film pour vous et vous seul, chaque promenade en solitaire est une pierre que vous ajoutez à votre propre forteresse. Le silence que vous craignez tant deviendra votre plus bel allié. C'est dans ce silence que vous réapprendrez le son de votre propre voix, que vous redécouvrirez la musique de vos propres désirs. Et un jour vous réaliserez que la solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter. Un espace fertile où vous pouvez enfin pousser, sans ombre pour vous étouffer. Votre histoire n'est pas terminée. Elle ne s'est jamais définie par la présence d'un autre. Ce chapitre de douleur et de perte n'est pas votre livre entier, ce n'est qu'une préface. La préface de votre véritable commencement. Vous tenez le stylo. C'est à vous d'écrire la suite. Et je vous promets qu'elle peut être magnifique. Votre véritable histoire d'amour ne commence pas le jour où quelqu'un vous choisit. Elle commence le jour où, enfin vous vous choisissez. Pleinement, radicalement, et sans aucune condition.